J'ai enterré mon enfant de 9 ans complètement seul pendant que mes parents faisaient la fête avec ma sœur à l'autre bout de la ville. Le lendemain, maman a appelé, exigeant « Nous avons besoin de cet argent du fonds fiduciaire pour le mariage. » Arrête d'être égoïste. J'ai dit doucement « Je comprends. Nous avons besoin de cet argent du fonds fiduciaire pour le mariage. » Arrête d'être égoïste. La voix de maman a tranché le téléphone comme une lame, vive et exigeante. J'étais assise dans ma maison vide à Phoenix, en Arizona, portant toujours la même robe noire de la veille, sentant encore le poids de la terre sur mes mains après avoir moi-même comblé la tombe de mon fils. J'ai dit doucement, je comprends. Je m'appelle Allison et j'ai 35 ans. Il y a 2 jours, j'ai enterré mon fils de 9 ans complètement seul pendant que mes parents et ma sœur célébraient sa fête de fiançailles à l'autre bout de la ville. Ils étaient au courant des funérailles. Ils ont choisi la fête à la place. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré si longtemps que je me suis demandé si maman avait raccroché. Puis elle s'est éclaircie la gorge. Bien. Patricia a besoin de $12 000 pour la compte du traiteur, et nous avons pensé que le fonds fiduciaire de Tyler pourrait le couvrir. Tu es l'exécutrice, alors fais juste le chèque. Tyler, mon beau et brillant garçon qui aimait les dinosaures et pouvait réciter chaque fait sur les vélociraptors, qui a combattu la leucémie pendant 3 ans avec plus de courage que la plupart des adultes ne le montrent dans une vie, qui est mort en me tenant la main en demandant si grand-mère et grand-père venaient lui rendre visite. L'avocat aura besoin de quelques jours pour tout traiter, dis-je, la voix stable malgré la tempête qui grondait en moi. Quelques jours? Allison, le lieu de réception a besoin du paiement avant vendredi ou Patricia perd sa place. Ne peux-tu pas simplement transférer l'argent de ton compte et te faire rembourser plus tard? J'ai fermé les yeux, me souvenant comment je les avais suppliés de reporter la fête de fiançailles de Patricia, juste d'un jour, juste pour être là lorsque leur petit-fils serait mis en terre. Maman avait claqué la langue et dit, « Chérie, Tyler ne voudrait pas que nous soyons tristes. Il voudrait que nous célébrions le bonheur familial. » Le bonheur familial. Pendant que je pelletais de la terre sur le cercueil de mon enfant à main nue parce que les employés des pompes funèbres étaient déjà partis. « Je m'en occupe, lui ai-je dit. » Parfait. Et Allison, essaie de te concentrer sur le positif. Le mariage de Patricia sera un nouveau départ pour nous tous. Nous devons laisser cette période difficile derrière nous et aller de l'avant. L'appel s'est terminé. J'ai posé le téléphone et je suis allé dans la chambre de Tyler où ses affiches de dinosaures couvraient toujours les murs et où son tricératops en peluche préféré était assis sur le lit défait. Nous vivions dans cette maison depuis 1 an, depuis que j'étais revenu à Phoenix pour me rapprocher de ma famille pendant le traitement de Tyler. Quelle erreur cela avait été. Mes parents vivaient à 20 minutes de là, à Scottsdale, dans la grande maison que papa avait achetée après que son cabinet comptable ait décollé. Patricia, ma sœur cadette de 3 ans, vivait dans leur pool house tout en planifiant son mariage de rêve avec un promoteur immobilier nommé Brad. Lorsque Tyler a été diagnostiqué pour la première fois, il semblait nous soutenir. Ils ont visité l'hôpital à quelques reprises, ont apporté des fleurs, ont dit toutes les bonnes paroles sur le fait d'être là pour nous. Mais au fil des mois et des années, et alors que l'état de Tyler s'aggravait, leurs visites sont devenues moins fréquentes. C'étaient des gens occupés, après tout. Papa avait des clients à gérer. Maman avait son club de jardinage et sa société de lecture. Patricia avait des lieux de mariage à visiter et des robes à essayer. Le point de rupture est survenu il y a 6 mois, lorsque Tyler était de retour à l'hôpital pour une autre série de chimiothérapie. Il demandait à son grand-père de venir lui lire des livres sur les dinosaures comme il le faisait avant. J'ai appelé le bureau de papa 3 fois ce jour-là. Sa secrétaire n'arrêtait pas de dire qu'il était en réunion. Ce soir-là, j'ai vu la story Instagram de Patricia, un dîner de famille dans leur steakhouse préféré. Maman, papa, Patricia et Brad, tous souriant devant du vin cher et des plats parfaitement présentés. L'horodatage montrait que cela avait été posté pendant que Tyler vomissait à cause de son traitement, se demandant pourquoi ses grands-parents ne l'aimaient plus. J'aurais dû savoir alors ce que je sais maintenant. Quand il s'agissait de choisir entre la commodité et l'engagement, il prendrait toujours le chemin le plus facile. Le fonds fiduciaire de Tyler avait été créé par la famille de mon ex-mari après sa mort dans un accident de voiture il y a 4 ans. $50 000, destinés à assurer l'avenir de Tyler. L'université, peut-être une maison un jour, tout ce dont il pourrait avoir besoin. Lorsque Tyler a été diagnostiqué, j'avais été reconnaissante pour ce filet de sécurité, même si je n'y ai jamais touché un centime.
Mon travail d'infirmière à l'hôpital pour enfants de Phoenix nous suffisait pour nous en sortir, et je voulais que cet argent reste à Tyler. Maintenant, Tyler était parti, et légalement, en tant que sa mère et exécutrice de sa succession, l'argent m'appartenait. Mais il ne savait pas ce que j'en avais déjà fait. Il y a 3 semaines, lorsque les médecins de Tyler m'ont dit que son temps était compté, j'ai pris une décision. J'ai appelé l'avocat qui gérait le fonds et j'ai posé des questions sur les dons de bienfaisance. L'argent pouvait-il être donné au nom de Tyler? Bien sûr, avait-il dit. Il fallait juste ma signature en tant qu'exécutrice. J'ai passé des heures à faire des recherches sur les organisations de lutte contre le cancer infantile, à lire sur leurs programmes et leur impact. Je voulais que l'héritage de Tyler aide d'autres enfants à mener le même combat qu'il avait mené si courageusement. Les formalités ont été accomplies il y a 2 semaines. Chaque centime de ces $50 000 a déjà été donné à l'Alliance pour la recherche sur le cancer infantile, avec un fonds commémoratif créé au nom de Tyler. L'ironie était magnifique. Pendant que ma famille planifiait sa fête au lieu de soutenir leur petit-fils dans ces derniers jours, je m'assurais que la mémoire de Tyler perdurerait d'une manière qui comptait vraiment. Je suis allé dans ma cuisine et je me suis versé une tasse de café, pensant au dîner de famille de demain. Maman l'avait appelé un « rassemblement de guérison » où nous pourrions traiter notre chagrin ensemble et discuter des plans de mariage de Patricia. Elle avait insisté pour que je vienne, malgré ma protestation que je n'étais pas encore prête à être entourée de gens. Mais j'irai. Je m'assiérai à leur table, j'écouterai leurs discussions sur le mariage et j'attendrai le moment parfait pour partager ce que j'avais déjà fait avec le fonds fiduciaire de Tyler. L'expression sur leur visage vaudrait chaque moment de douleur qu'ils m'avaient causé. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Patricia. J'ai hâte de te voir demain. Maman dit que tu es super généreuse avec l'argent de Tyler. Tu es la meilleure sœur de tous les temps. J'ai souri pour la première fois depuis les funérailles. Le soir suivant, je me suis rendu chez mes parents à Scottsdale, passant devant le cimetière où Tyler reposait sous une petite pierre tombale que j'avais choisie moi-même. Personne ne m'avait non plus proposé d'aide pour ces arrangements. Ils étaient trop occupés à goûter des gâteaux de mariage. La maison avait l'air exactement comme d'habitude, une pelouse parfaitement entretenue, des voitures chères dans l'allée, une lumière chaude s'échappant des fenêtres, une image de succès de banlieue qui cachait tant de laideur en dessous. Je suis resté dans ma voiture un moment, rassemblant mes forces. À l'intérieur de cette maison se trouvaient les personnes qui auraient dû aimer Tyler inconditionnellement, qui auraient dû tout laisser tomber pour être avec lui dans ces dernières semaines. Au lieu de cela, ils ont traité sa maladie comme un inconvénient, sa mort comme une interruption de leurs plans importants. Papa a ouvert la porte avant que je puisse frapper, m'enveloppant dans ce qui ressemblait à une performance de câlin. Allison, ma chérie, nous sommes si heureux que tu aies pu venir. Ta mère a fait ton rôti de pot-au-feu préféré. Mon rôti de pot-au-feu préféré. Comme si la nourriture pouvait compenser l'abandon de leur petit-fils. La salle à manger était dressée avec la plus belle porcelaine de maman, celle qu'elle n'utilisait que pour les occasions spéciales. Apparemment, discuter de la façon de dépenser l'argent de mon fils décédé était considéré comme spécial. Patricia et Brad étaient déjà assis, Patricia rayonnant pratiquement d'excitation, Brad vérifiant son téléphone avec le genre d'ennui qui suggérait qu'il préférerait être n'importe où ailleurs. La voilà. Patricia a sauté pour me serrer dans ses bras. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu venir aux funérailles. Le rendez-vous avec le fleuriste était prévu il y a des mois, et tu sais à quel point il est difficile d'obtenir du temps avec les bons fournisseurs. Le rendez-vous avec le fleuriste. Pendant que je descendais le corps de mon fils dans la terre, ma sœur choisissait des centres de table. Maman est sortie de la cuisine, portant un plateau de rôti parfaitement tranché, son visage éclatant de cette joie forcée qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. J'ai pensé que nous pourrions avoir un bon dîner de famille et parler d'aller de l'avant. Nous avons tous traversé tant de choses ces dernières années. Nous avions tous traversé tant de choses. Comme si c'était elle qui avait dormi sur des chaises d'hôpital et tenu la main de son enfant pendant des traitements sans fin. J'ai pris ma place à table, la même chaise que j'avais occupée pendant les dîners de famille de mon enfance. Tyler s'asseyait à côté de moi quand nous rendions visite, posant des questions sans fin sur tout et faisant rire tout le monde avec ses imitations de dinosaures. L'espace vide à côté de moi semblait immense. Alors, a dit papa en coupant son rôti. Ta mère a mentionné que tu es prête à aider avec les frais de mariage. C'est très généreux, surtout compte tenu de tout ce que tu as traversé. Tyler voudrait que nous célébrions le bonheur, a ajouté maman rapidement. C'était un petit garçon si joyeux.
Il voudrait que son argent aille à quelque chose de beau. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Tyler voudrait que son argent aide d'autres enfants malades, pas qu'il finance une fête pour des gens qui n'ont pas pris la peine d'assister à ses funérailles. Patricia s'est penchée en avant avec empressement. J'ai réfléchi à la manière la plus significative d'honorer Tyler au mariage. Peut-être une petite table commémorative avec sa photo. Quelque chose de bon goût qui ne plombe pas trop l'ambiance. Une table commémorative. Une photo. Après l'avoir complètement abandonnée, elle voulait utiliser sa mémoire comme décoration de mariage. Ça a l'air charmant, ai-je dit prudemment. Brad a levé les yeux de son téléphone pour la première fois. De combien parle-t-on, de toute façon? Le montant du fonds fiduciaire. La voilà. La vraie raison de ce dîner. Pas le deuil, pas la guérison, pas l'unité familiale. L'argent. 50 000 $, a dit fièrement papa, comme s'il y avait contribué d'une manière ou d'une autre. La famille du père de Tyler l'a mise en place après l'accident. Un investissement intelligent. Le garçon n'en aura plus besoin maintenant, alors autant que ça aille à quelque chose qui apporte de la joie à la famille. Le garçon n'en aura plus besoin maintenant. Tyler avait un nom. Il était leur petit-fils, mais pour eux, il n'était plus qu'une source de financement pour le jour parfait de Patricia. J'ai en fait de merveilleuses nouvelles à ce sujet, dis-je en posant ma fourchette. J'ai pu prendre des dispositions que je pense que Tyler adorerait vraiment. Patricia a tapé dans ses mains. As-tu déjà transféré l'argent sur le compte du mariage? Oh mon Dieu, ça veut dire qu'on peut prendre un meilleur groupe de musique. J'ai trouvé ce groupe incroyable qui joue au mariage de célébrités. Pas exactement, dis-je en observant attentivement leur visage. Je l'ai donné à l'Alliance pour la recherche sur le cancer infantile. Chaque centime, au nom de Tyler. Le silence qui a suivi a été assourdissant. La fourchette de maman a cliqueté sur son assiette. Le visage de papa est devenu complètement blanc. La bouche de Patricia s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. Tu. Quoi, a murmuré maman. J'ai créé un fonds commémoratif en l'honneur de Tyler, ai-je poursuivi calmement. L'argent servira à la recherche qui pourrait aider d'autres enfants atteints de cancer. Cela semblait être la bonne chose à faire. La bonne chose à faire? La voix de Patricia est montée jusqu'à un quasi-cri. Allison, c'était mon argent. C'était pour mon mariage. En fait, c'était l'argent de Tyler, ai-je corrigé. Et maintenant, il aide des enfants qui traversent ce que Tyler a traversé. Des enfants dont les familles les soutiennent. Papa a retrouvé sa voix, bien qu'elle tremble de rage. Tu ne peux pas faire ça. Nous allons contester. Nous allons faire appel à des avocats. Tu n'avais pas le droit de prendre cette décision sans nous consulter. J'avais tous les droits, dis-je doucement. J'étais la mère de Tyler et l'exécutrice de sa succession. Le don a été effectué légalement il y a 2 semaines. L'argent a disparu. Le masque soigneusement composé de maman s'est finalement fissuré. Comment as-tu pu être si égoïste? Patricia prépare ce mariage depuis 1 an. Sais-tu combien tout coûte? Combien de dépôts nous avons déjà payés? Égoïste. Il me traitait d'égoïste pour avoir honoré la mémoire de mon fils décédé au lieu de financer leur fête. Peut-être auriez-vous dû y penser avant de décider que les funérailles de votre petit-fils n'étaient pas assez importantes pour y assister, dis-je en me levant de table. La pièce a éclaté. Patricia pleurait. Brad jurait à voix basse. Papa menaçait d'une action en justice. Et maman énumérait toutes les façons dont j'avais déçu la famille au fil des ans. Mais leur colère ne faisait que prouver ce que je savais déjà. Ils se souciaient plus de l'argent qu'ils ne s'étaient jamais souciés de Tyler. Je me suis dirigé vers la porte, les laissant à leur âge. Demain apporterait des appels d'avocats, des menaces, des exigences d'annuler ce qui ne pouvait être annulé. Mais ce soir, je rentrerai à la maison, dans la chambre de Tyler, et je raconterai à son tricératops en peluche les enfants qui vivraient grâce à son héritage. La vraie bataille ne faisait que commencer. 3 jours après le dîner de famille désastreux, j'étais assise dans le bureau de l'avocat Jonathan Piersonville, l'écoutant m'expliquer pourquoi les menaces de ma famille ne valaient rien. Le don a été exécuté correctement et légalement, a-t-il dit en examinant les documents étalés sur son bureau en acajou. En tant que mère de Tyler et exécutrice testamentaire nommée par le tribunal, vous aviez toute l'autorité pour faire des distributions caritatives. Il n'y a aucune voie légale qu'il puisse poursuivre.
J'ai hoché la tête, bien que je m'y attendais. La vraie satisfaction ne résidait pas dans la légalité de ce que j'avais fait, mais dans le principe. L'argent de Tyler aidait des enfants qui en avaient vraiment besoin, pas à financer une fête pour des gens qui l'avaient abandonné. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis ce dîner. Maman appelait toutes les quelques heures, alternant entre les larmes et la fureur. Patricia envoyait de longs SMS décousus sur la façon dont j'avais ruiné sa vie et détruit la famille. Papa laissait des messages vocaux menaçant de me déshériter, comme si je me souciais de son argent après avoir vu à quel point la loyauté familiale comptait peu pour eux. Mais l'appel qui m'a surprise est venu ce matin-là de ma tante Grace, la sœur aînée de papa qui vit à Denver. Elle avait entendu parler de la mort de Tyler par le bouche-à-oreille familial, bien que personne n'ait pris la peine de lui parler des funérailles. J'arrive ce week-end, avait-elle dit. Nous devons parler. Grace avait toujours été le mouton noir de la famille de papa, celle qui disait des vérités dérangeantes lors des réunions de famille et refusait de jouer le jeu de leurs prétentions polies. Elle avait quitté Phoenix il y a 30 ans et ne rendait visite que pour les grandes fêtes, partant généralement tôt après une dispute avec mes parents sur leurs priorités. Quand Tyler était plus jeune, Grace était l'une de ses parentes préférées. Elle lui envoyait des livres sur les dinosaures, appelait pour entendre parler de ses dernières découvertes et écoutait sincèrement quand il parlait de ses intérêts. Après son diagnostic, elle était venue plusieurs fois lui rendre visite à l'hôpital, apportant des puzzles et des jeux pour aider à passer les longues journées de traitement. Elle était l'un des rares membres de la famille qui se souciait vraiment de Tyler en tant que personne, pas seulement comme une obligation. J'ai passé le reste de la semaine à ignorer les appels de plus en plus désespérés de mes parents et à me concentrer sur le travail. L'hôpital était une distraction bienvenue, remplie de collègues qui m'avaient réellement soutenu pendant la maladie de Tyler. Mon superviseur m'avait accordé un congé de deuil, mais j'avais demandé à revenir plus tôt. Rester occupé aidait à gérer le chagrin. Le vendredi soir, j'ai récupéré Grace à l'aéroport. Elle avait l'air exactement comme d'habitude, les cheveux argentés tirés en un chignon pratique, portant un jean et un simple pull, transportant un seul sac malgré son intention de rester une semaine. À 62 ans, elle avait le comportement pragmatique de quelqu'un qui avait passé 30 ans comme directrice de lycée. « Comment tiens-tu le coup ?» a-t-elle demandé alors que nous nous dirigions vers ma maison. « Mieux que prévu, ai-je admis. En colère, mais mieux. Bien. La colère est utile. Cela signifie que vous n'avez pas renoncé à attendre mieux des gens. » Nous avons roulé en silence confortable pendant un moment. Grace avait toujours compris que chaque moment n'avait pas besoin d'être rempli de mots, un trait qui avait fait d'elle l'une des visiteuses préférées de Tyler. Elle pouvait s'asseoir tranquillement avec lui pendant les traitements, lisant des livres ou faisant des puzzles sans constamment lui demander comment il se sentait ou essayer de lui remonter le moral avec une positivité forcée. À la maison, j'ai fait du café et je lui ai montré la chambre de Tyler, que je n'avais pas encore eu la force de changer. Elle a pris son tricératops en peluche préféré, le tenant avec précaution. Il adorait ce truc, a-t-elle dit doucement. Il m'a dit que son nom était Herbert et que c'était un herbivore, ce qui signifiait qu'il était doux et ne ferait de mal à personne. J'ai souri, me souvenant qu'il voulait être paléontologue quand il serait grand. Il disait qu'il allait découvrir une nouvelle espèce de dinosaure et lui donner mon nom. Grace a reposé Herbert sur le lit et s'est tournée vers moi. J'ai entendu ce qui s'est passé aux funérailles et ce que tu as fait avec le fonds fiduciaire. Je me suis préparé à une autre leçon sur l'obligation familiale et le pardon. Au lieu de cela, elle a souri. Je suis fier de toi. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'un membre de la famille avait dit qu'il était fier de moi pour quoi que ce soit. Tes parents m'ont appelé, tu sais, a-t-elle poursuivi. Ils voulaient que je te raisonne, que je les aide à trouver comment annuler le don. Ils semblent penser que j'ai une certaine influence sur tes décisions. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que l'argent de Tyler devrait honorer la mémoire de Tyler et que s'ils avaient voulu avoir leur mot à dire sur la façon dont il était dépensé, ils auraient dû se comporter comme des grands-parents pendant qu'il était en vie. Nous sommes restés assises dans la chambre de Tyler jusqu'à tard dans la nuit, partageant des histoires sur lui et parlant de la façon dont mes parents avaient changé au fil des ans. Grace avait observé leur transformation progressive des personnes attentionnées qu'ils étaient tant des individus égocentriques qu'ils étaient devenus. Ça a commencé quand l'entreprise de ton père a décollé, a-t-elle dit. Le succès les a changés. Ils se sont habitués à être le centre de leur propre monde, à ce que tout tourne autour de leurs plans et de leurs priorités. Les autres sont devenus des personnages secondaires dans leur histoire au lieu d'avoir leur propre valeur. Cette description correspondait parfaitement.
Tyler et moi avions été des personnages secondaires dans leur récit, censés être reconnaissants de toute l'attention qu'ils nous accordaient et ne jamais les déranger avec nos besoins. Le truc, c'est, a poursuivi Grace, qu'ils se voient toujours comme de bonnes personnes. Ils ne comprendront jamais pourquoi ce qu'ils ont fait était mal, car dans leur esprit, ils sont les victimes ici. Tu es la fille ingrate qui a gâché le mariage de Patricia. Elle avait raison. Même maintenant, ils pensaient probablement qu'ils étaient la partie lésée. Ils s'étaient convaincus qu'assister à une fête de fiançailles était plus important que de soutenir les derniers adieux de leur petit-fils, et rien ne leur ferait jamais voir à quel point cette priorité était tordue. Mais j'en avais fini de me soucier de ce qu'ils pensaient. Le samedi, Grace est venue avec moi visiter la tombe de Tyler. J'y étais allé tous les jours depuis les funérailles, apportant des fleurs fraîches et lui racontant ma journée. Aujourd'hui, j'ai apporté une photo de l'Alliance pour la recherche sur le cancer infantile, montrant certains des enfants qui bénéficieraient de son fonds commémoratif. Regarde, Tyler, dis-je en m'agenouillant à côté de sa pierre tombale. Ton argent va aider ces enfants à aller mieux, comme tu as toujours voulu aider les gens. Grace se tenait tranquillement à côté de moi, sa main sur mon épaule. Pour la première fois depuis la mort de Tyler, j'ai eu l'impression que quelqu'un dans ma famille comprenait vraiment ce que j'avais perdu et ce que j'essayais d'honorer. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions assises sur ma terrasse arrière à regarder le coucher du soleil, Grace a posé la question que je redoutais. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec tes parents? Je veux dire, prévois-tu de te réconcilier? J'ai pensé à Tyler demandant ses grands-parents à l'hôpital. J'ai pensé au service funéraire vide. J'ai pensé à leurs préoccupations immédiates pour l'argent du mariage au lieu du soutien au deuil. Non, ai-je dit finalement. Certaines choses ne peuvent être pardonnées, et certaines personnes ne méritent pas l'effort. Grace a hoché la tête avec approbation. Bien. Tu as du cran, après tout. Grace est restée une semaine entière, et sa présence m'a donné la force dont j'avais besoin pour affronter ce qui allait suivre. Le jour avant son départ, mes parents se sont présentés chez moi sans prévenir. J'étais dans le jardin en train de planter des soucis dans le petit espace commémoratif que j'avais créé pour Tyler quand j'ai entendu des portières de voitures claquer dans mon allée. Grace était à l'intérieur en train de préparer le déjeuner, et je pouvais l'entendre bouger dans la cuisine alors que des pas s'approchaient. Allison. La voix de papa était sèche, professionnelle, le même ton qu'il utilisait avec les clients difficiles. Nous devons parler. Je n'ai pas levé les yeux des fleurs. Tyler adorait les soucis parce qu'ils étaient orange vif comme la couverture de son livre de dinosaures préféré. Je ne pense pas que nous en ayons besoin. Si, nous en avons besoin. La voix de maman était tendue, comme si elle avait pleuré. Ça a assez duré. Tu détruis cette famille pour de l'argent qui aurait pu nous rassembler tous. Je me suis finalement levé, essuyant la terre de mes mains. Ils avaient l'air plus âgés que dans mes souvenirs, plus usés. Patricia se tenait derrière eux, le visage bouffi et rouge. Brad était manifestement absent. Où est Brad? Ai-je demandé à Patricia. Elle a éclaté en sanglots. Il a reporté le mariage. Il dit que nous devons régler nos finances avant de pouvoir planifier un avenir ensemble. Tout est de ta faute. J'ai ressenti une petite pointe de satisfaction. Il y avait donc des conséquences pour Brad aussi. Des conséquences qui se répercutaient déjà sur leur plan parfait. Le lieu de réception a annulé notre réservation, a poursuivi maman, la voix s'élevant. Le traiteur garde notre acompte, mais ne fera pas l'événement sans paiement intégral. La robe de Patricia a été commandée et ne peut être retournée. Sais-tu combien d'argent nous perdons à cause de ton égoïsme? Grace est apparue à ma porte, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle a regardé mes parents avec la même expression qu'elle utilisait probablement sur les adolescents indisciplinés à l'époque où elle enseignait encore. Grace. Le ton de papa a changé, devenant faussement chaleureux. Je suis content que tu sois là. Peut-être que tu peux aider Allison à voir la raison. Je vois très bien, a dit froidement Grace. La question est de savoir si vous le pouvez. Patricia s'est avancée, le mascara striant ses joues. Tante Grace, tu ne comprends pas. Ça allait être le mariage parfait. Je le planifie depuis 2 ans. Tout le monde a déjà demandé un congé. Envoyer ses RSVP. Je dois dire à 200 personnes que c'est annulé parce que ma sœur a décidé de jeter de l'argent par les fenêtres sur des étrangers au lieu d'aider sa propre famille. Des étrangers, ai-je répété lentement. Tu veux dire des enfants atteints de cancer.
Tu sais ce que je veux dire, a lancé Patricia. Des enfants que tu ne connais même pas et qui n'ont rien à voir avec notre famille. Pendant ce temps, ta vraie famille s'effondre et tu t'en fiches. L'audace était à couper le souffle. Ils étaient en colère contre moi parce que je me souciais des enfants malades au lieu de la fête de Patricia. Et ils se voyaient sincèrement comme les victimes dans cette situation. Dis-moi, dis-je en regardant directement maman. Que as-tu fait le jour de la mort de Tyler? Le visage de maman a rougi. Ce n'est pas juste. Nous traitions notre propre chagrin. Tu es allé acheter des chaussures de demoiselle d'honneur, dis-je doucement. Je t'ai appelé de l'hôpital à 15 heures pour te dire que Tyler était parti, et tu as dit que tu me rappellerais parce que tu étais au centre commercial avec Patricia. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, a protesté papa. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et quand j'ai rappelé 3 heures plus tard en pleurant et en demandant si vous pouviez venir, maman a dit qu'elle avait son club de lecture et qu'elle me verrait plus tard dans la semaine. Le silence s'est étiré entre nous. Grace a regardé mes parents avec dégoût tandis que Patricia se tortillait mal à l'aise. Votre petit-fils est mort et vous êtes allé au club de lecture, ai-je poursuivi. Vous avez manqué ses funérailles pour une fête de fiançailles. Vous n'avez jamais demandé comment je tenais le coup, jamais offert d'aide pour les arrangements, jamais même envoyé de cartes. Mais maintenant, vous êtes là, exigeant l'argent de son fonds fiduciaire pour le mariage de Patricia. Nous sommes en deuil aussi, a dit maman. Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes dérangé. Il y a une différence. Les larmes de Patricia se sont transformées en colère. Très bien. Tu veux nous punir? Tu veux détruire mon bonheur parce que tu es malheureuse. Eh bien, félicitations. Tu as gagné. Brad pense que je suis financièrement irresponsable maintenant. Il se demande si je peux être une bonne partenaire si je ne sais pas gérer l'argent correctement. Le mariage est annulé, probablement pour toujours. J'aurais dû avoir pitié d'elle. Une partie de moi s'attendait à me sentir coupable des dommages collatéraux sur sa relation. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une froide satisfaction. Peut-être que Brad a raison de remettre en question tes priorités, dis-je. Peut-être qu'il a réalisé que quelqu'un qui choisit la planification de fête plutôt que les funérailles familiales n'est pas la partenaire qu'il veut. Le visage de Patricia est devenu blanc de rage. Comment oses-tu? Comment oses-tu juger ma relation alors que tu n'as même pas pu garder le père de Tyler en vie? Les mots ont frappé comme une gifle physique. Même Grace a eu un hoquet de surprise. Papa a attrapé le bras de Patricia, mais il était trop tard. Patricia, ça suffit, a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. J'ai fixé ma sœur, cette femme qui venait de me blâmer pour la mort de mon mari dans un accident de voiture, et j'ai senti quelque chose en moi se briser complètement. Pas la rupture nette d'un traumatisme soudain, mais la destruction lente et broyante des derniers fils qui tenaient une relation. Sortez de ma propriété, dis-je doucement. Allison, elle ne le pensait pas, a commencé maman. Sortez de ma propriété maintenant ou j'appelle la police. Grace s'est placée à côté de moi, sa présence solide et solidaire. Vous l'avez entendu. Partez. Papa a ouvert la bouche pour argumenter, mais quelque chose dans mon expression a dû le convaincre que j'étais sérieuse. Il a pris le bras de maman et l'a dirigé vers la voiture. Patricia a suivi, pleurant toujours, lançant une dernière supplication désespérée par-dessus son épaule. Ce n'est pas fini, Allison. Nous sommes une famille. La famille ne s'abandonne pas comme ça. Je les ai regardés s'éloigner, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Ils avaient raison sur une chose. La famille ne s'abandonne pas. C'est exactement pourquoi je les avais exclus de ma vie. Grace a mis son bras autour de mes épaules. Ça va? Je crois que oui, dis-je, et j'ai réalisé que je le pensais. Ce soir-là, Grace et moi nous sommes assises sur ma terrasse arrière avec des verres de vin, regardant le coucher du soleil peindre le ciel d'orange et de rose, les couleurs préférées de Tyler. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, a finalement dit Grace. À propos de tes parents et de Patricia. Je l'ai regardé avec curiosité. Ils m'ont appelé il y a 2 mois, juste après que le diagnostic de Tyler se soit aggravé. Ils voulaient des conseils sur la façon de gérer la situation. Mon estomac s'est noué. Quel genre de conseils? Ils s'inquiétaient du temps et de l'argent que les soins de Tyler prenaient. Ils se demandaient s'il ne serait pas mieux pour tout le monde que tu places Tyler dans un établissement, quelque part avec des soins professionnels,
pour que tu puisses te concentrer sur la reprise de ta vie. Les mots ont mis un moment à s'imprégner. Il voulait que je mette Tyler dans un hospice. Pas exactement un hospice, plutôt des soins de longue durée. Un endroit où il pourrait être à l'aise pendant que tu réfléchissais à tes prochaines étapes. J'ai eu la nausée. Pendant que je me battais pour chaque traitement possible, chaque chance de donner plus de temps à Tyler, mes parents planifiaient des moyens de le retirer complètement de leur vie. Je leur ai dit qu'ils étaient sans cœur, a poursuivi Grace. J'ai dit que s'ils ne pouvaient pas soutenir leur fille et leur petit-fils pendant la période la plus difficile de leur vie, ils ne méritaient pas d'être appelés une famille. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place. C'est pourquoi ils s'étaient encore plus éloignés dans les derniers mois de Tyler. Non pas parce qu'ils étaient occupés ou dépassés, mais parce qu'ils le voyaient comme un inconvénient à gérer plutôt qu'un enfant à aimer. Après le départ de Grace pour Denver, je me suis jeté dans le travail avec un regain de détermination. Le service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital pour enfants de Phoenix avait été ma deuxième maison pendant le traitement de Tyler, et il est maintenant devenu mon refuge. Les enfants là-bas me rappelaient chaque jour pourquoi le fonds commémoratif de Tyler comptait plus que n'importe quel mariage. 2 semaines après la confrontation avec ma famille, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Mademoiselle Allison ? La voix était jeune, incertaine. C'est Jennifer de l'Alliance pour la recherche sur le cancer infantile. Je travaille dans les relations avec les donateurs. Je m'attendais à une sorte de suivi sur le fonds commémoratif, probablement de la paperasse de routine ou une lettre de remerciement. Nous avons reçu votre don au nom de Tyler, a poursuivi Jennifer. C'est incroyable, et nous sommes très reconnaissants, mais j'appelle parce que quelque chose d'inhabituel s'est produit. Mon cœur a sauté un battement. Mes parents avaient-ils trouvé un moyen de contester le don après tout? Quel genre d'inhabituel? Eh bien, nous recevons des appels, beaucoup d'appels, de personnes prétendant être les grands-parents et la tante de Tyler, disant que le don a été fait sans le consentement familial approprié. Ils exigent que nous leur rendions l'argent directement. Je me suis laissé tomber sur ma chaise de cuisine. Bien sûr qu'ils le faisaient. Lorsque les recours juridiques ont échoué, ma famille avait décidé d'essayer la manipulation émotionnelle sur une organisation caritative. Ils ne peuvent pas faire ça légalement, dis-je. J'étais l'exécutrice. Oh, nous le savons. Notre équipe juridique a confirmé que tout était en règle, mais les appels deviennent de plus en plus agressifs. Hier, une femme prétendant être la grand-mère de Tyler a appelé et a dit que le don avait été fait par quelqu'un en pleine dépression nerveuse, qui n'était pas compétent pour prendre des décisions financières. Mon visage a brûlé d'humiliation et de rage. Ils attaquaient ma santé mentale pour essayer d'obtenir l'argent de Tyler. Ils disaient à des étrangers que j'étais instable, incompétente, inapte à prendre des décisions concernant l'héritage de mon propre fils. Le truc, c'est, a poursuivi Jennifer avec hésitation, qu'ils prétendent aussi que vous leur avez volé l'argent, qu'il était destiné à une urgence familiale, et que vous l'avez détourné vers une œuvre de charité pour leur faire du mal. La grand-mère pleurait au téléphone, disant que la vie de son autre petite-fille était en train d'être détruite à cause de cela. J'ai fermé les yeux. La performance de maman avait probablement mérité un Oscar. Je dois être clair sur quelque chose, dis-je fermement. Ces gens ne sont pas la famille de Tyler. Le père biologique de Tyler est décédé il y a 4 ans et sa famille a créé le fonds. Mes parents et ma sœur ont abandonné Tyler pendant sa maladie et ont manqué ses funérailles. Ils n'ont aucune revendication légale ou morale sur son argent. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis un soupir de soulagement. Merci d'avoir clarifié. Nous traitons parfois des litiges familiaux, mais celui-ci semblait différent, plus malveillant. Parce que c'est malveillant. Ce ne sont pas des grands-parents en deuil essayant d'honorer la mémoire de Tyler. Ce sont des gens qui veulent de l'argent pour un mariage et qui sont prêts à mentir à une œuvre de charité pour enfants pour l'obtenir. Après avoir raccroché, je suis resté dans ma cuisine, tremblante de rage. Ce n'était pas assez pour eux d'abandonner Tyler et de m'attaquer. Maintenant, il harcelait l'organisation même qui essayait d'aider des enfants comme lui. Ils étaient si désespérés pour l'argent du mariage de Patricia qu'ils essayaient de manipuler des familles en deuil et des employés de charité surmenés. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé une journaliste locale. Melissa Torres travaillait pour l'équipe d'enquête de Channel 12, et j'avais vu ses reportages sur la fraude caritative et l'exploitation familiale. Elle a accepté de me rencontrer pour un café, intriguée par ma brève description de la situation. Alors, laissez-moi comprendre,
a dit Melissa en examinant les notes qu'elle avait prises pendant notre conversation d'1 heure. Vos parents et votre sœur ont manqué les funérailles de votre fils pour assister à une fête de fiançailles, puis ont exigé l'argent de son fonds fiduciaire pour les frais de mariage. Lorsque vous l'avez donné à la recherche sur le cancer infantile à la place, ils harcèlent maintenant l'œuvre de charité et prétendent que vous êtes mentalement incompétente. C'est exactement ça. Melissa a secoué la tête. J'ai couvert des litiges familiaux terribles, mais celui-ci est particulièrement cruel. L'angle de la charité le rend digne d'intérêt, surtout s'ils font de fausses déclarations sur la compétence mentale pour essayer d'annuler un don légal. Qu'est-ce qu'un reportage accomplirait? La responsabilité publique. Parfois, les gens se comportent mieux quand ils savent que leurs actions pourraient devenir publiques. Et cela protégerait l'œuvre de charité de tout harcèlement supplémentaire en clarifiant la situation juridique. J'ai pensé à Tyler, aux enfants du service d'oncologie qui avaient besoin de fonds de recherche plus que Patricia n'avait besoin d'un mariage parfait. J'ai pensé à la volonté de mes parents d'attaquer une œuvre de charité aidant les enfants malades. Faites-le, dis-je. Le reportage a été diffusé le jeudi soir suivant. Melissa avait fait ses devoirs, interviewant Jennifer de l'œuvre de charité, confirmant le statut juridique du don et obtenant des déclarations du personnel de l'hôpital sur la maladie de Tyler et mon dévouement en tant que mère. Elle n'a pas utilisé les noms de ma famille, les désignant seulement comme des parents qui ont manqué les funérailles de l'enfant pour assister à un événement social, mais quiconque nous connaissait reconnaîtrait les détails. Le reportage présentait les faits clairement, une mère qui a perdu son fils d'un cancer a donné son fonds fiduciaire pour aider d'autres enfants, et des membres de la famille harcelaient maintenant l'œuvre de charité pour essayer d'obtenir l'argent à des fins personnelles. L'expert juridique que Melissa a interviewé a qualifié cela de « moralement répréhensible », a confirmé que le don était irréversible. Mon téléphone a commencé à sonner avant même la fin du reportage. Le premier appel venait de mon superviseur à l'hôpital, exprimant son soutien et son indignation en mon nom. Le deuxième venait de Grace à Denver, qui avait vu le reportage en ligne et était fier de moi d'avoir tenu tête publiquement. Le troisième appel venait de Patricia, hurlant si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Comment as-tu pu nous faire ça? Comment as-tu pu aller aux informations et nous faire passer pour des monstres? Sais-tu ce que cela va faire à l'entreprise de papa, à ma réputation? J'ai dit la vérité, dis-je calmement. Si cela vous fait passer pour des monstres, examinez peut-être votre comportement au lieu de me blâmer de l'avoir rapporté. Nous allons te poursuivre en diffamation. Nous allons poursuivre la chaîne de télévision. C'est un assassinat de caractère. Bonne chance avec ça, dis-je et j'ai raccroché. Le quatrième appel venait de papa, la voix froide et contrôlée. Tu as franchi une ligne, Allison. Aller aux médias, étaler les affaires familiales privées à la télévision, nous faire passer pour des criminels. Ça s'arrête maintenant. Tu as raison, dis-je. Ça s'arrête maintenant. Ne m'appelle plus. Tu fais une erreur. La famille, c'est pour toujours, et un jour, tu auras besoin de nous. Ne brûle pas les ponts que tu pourrais avoir à traverser plus tard. J'ai pensé à Tyler demandant ses grands-parents à l'hôpital. J'ai pensé à combler sa tombe seule pendant qu'il célébrait de l'autre côté de la ville. J'ai pensé à eux essayant de convaincre une œuvre de charité que j'étais mentalement incompétente. Je n'ai pas besoin de gens qui abandonneraient un enfant mourant, dis-je. Et je ne veux pas de pont vers des gens qui harcèleraient une œuvre de charité contre le cancer infantile. Au revoir, papa. J'ai bloqué tous leurs numéros cette nuit-là, me sentant enfin libre de faire le deuil de Tyler correctement, sans que leurs exigences et leurs manipulations n'empoisonnent mon processus de guérison. Le reportage a eu des conséquences que je n'avais pas prévues. Au cours de la semaine suivante, j'ai reçu des dizaines d'appels et de mails de personnes qui avaient vu le reportage et voulaient partager leurs propres histoires de trahison familiale en temps de crise. Des parents qui avaient été abandonnés par des proches lorsque leurs enfants sont tombés malades. Des conjoints qui avaient découvert le vrai caractère de leur partenaire lors d'urgences médicales. Des enfants adultes dont les parents avaient montré leur vraie priorité lorsque de graves problèmes sont survenus. Mais l'appel le plus surprenant est venu de quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, mon ex-belle-sœur, Diane, la sœur du père de Tyler. J'ai vu le reportage, a-t-elle dit, la voix tendue d'émotion. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça, à toi et à Tyler. Kevin serait furieux. Kevin avait été mon mari, le père de Tyler, tué dans un accident de voiture quand Tyler avait 5 ans. Sa famille avait été dévastée par la perte, mais ils étaient restés en contact avec Tyler moi, nous traitant comme une famille permanente malgré la tragédie.
Le fonds fiduciaire avait été leur idée, leur façon de s'assurer que l'avenir de Tyler était assuré. Je dois te dire quelque chose, a poursuivi Diane, à propos du fonds fiduciaire. Il y a quelque chose que tu ne sais pas, mon estomac s'est noué. Que veux-tu dire? Les parents de Kevin n'ont pas seulement créé les 50 000 $ d'origine. Ils y ont ajouté chaque année à l'anniversaire de Tyler. Le compte contient plus de 80 000 $ maintenant. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Quoi? Ils ne te l'ont jamais dit parce qu'ils ne voulaient pas que tu te sentes obligé de l'utiliser ou que tu t'inquiètes qu'ils pensent que tu ne pouvais pas subvenir aux besoins de Tyler. Mais chaque année, à son anniversaire, il ajoutait 5 000 $. Il l'appelait son fonds pour l'avenir. Mon esprit s'est emballé. S'il y avait encore de l'argent dans le fonds fiduciaire, alors le harcèlement de mes parents envers l'œuvre de charité était encore plus inutile que je ne le pensais. Mais plus que ça, cela signifiait que la mémoire de Tyler était protégée par des personnes qui l'aimaient vraiment. Des personnes qui pensaient à son avenir même après avoir perdu leur propre fils. Le truc, c'est, a poursuivi Diane, que maman et papa m'appellent depuis que tes parents ont commencé à faire des menaces. Ils veulent s'assurer que la mémoire de Tyler est protégée et que tu as du soutien. Ils m'ont demandé de te dire que quelle que soit ta décision concernant l'argent restant, ils la soutiendront entièrement. J'ai commencé à pleurer, submergé par le contraste entre l'amour silencieux et constant de la famille de Kevin et les exigences égoïstes de ma propre famille. Il y a plus, a dit doucement Diane. Ils veulent créer un fonds commémoratif plus important au nom de Tyler. Ils sont prêts à contribuer à hauteur de 100 000 $ supplémentaires si tu souhaites créer quelque chose de plus substantiel. Un programme de bourse, peut-être, ou le financement d'un projet de recherche spécifique. À travers mes larmes, j'ai réussi à dire, Tyler adorerait ça. Il a toujours voulu aider les gens. Nous le savons. C'est pourquoi nous le faisons. Après avoir raccroché avec Diane, je me suis assise dans la chambre de Tyler, traitant cette nouvelle information. Pendant que mes parents harcelaient une œuvre de charité pour 50 000 $ qui était déjà dépensée, la vraie famille de Tyler construisait discrètement un héritage qui pourrait faire une réelle différence dans la lutte contre le cancer infantile. J'ai appelé Jennifer à l'Alliance pour la recherche sur le cancer infantile pour discuter des possibilités d'un fonds commémoratif élargi. Elle était enthousiaste à l'idée d'un programme complet au nom de Tyler, quelque chose qui pourrait financer à la fois la recherche et les services de soutien aux familles. Avec ce niveau de financement, a-t-elle dit, nous pourrions créer le programme commémoratif Tyler pour la recherche sur le cancer pédiatrique. Ce serait l'un de nos plus grands fonds nominatifs, soutenant plusieurs projets de recherche et fournissant des subventions aux familles confrontées aux coûts de traitement. C'était parfait. Le nom de Tyler perdurerait d'une manière qui honorait tout ce qu'il avait été, courageux, gentil, déterminé à se battre et soucieux des autres même lorsqu'il souffrait lui-même. Ce soir-là, alors que je faisais des recherches sur les programmes de lutte contre le cancer pédiatrique en ligne, ma sonnette a retenti. Par la fenêtre, j'ai pu voir Patricia debout sur mon porche, seule cette fois, semblant plus petite et plus vaincue que je ne l'avais jamais vue. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la porte. Je ne suis pas là pour me battre, a-t-elle dit immédiatement, levant les mains. Je ne suis pas là pour exiger de l'argent ou faire des menaces. Je veux juste parler. J'ai étudié son visage. Elle avait l'air vraiment épuisée, son apparence habituellement soignée remplacée par des vêtements froissés et des yeux fatigués. 5 minutes, dis-je. Elle s'est assise sur mon canapé comme si elle avait peur qu'il s'effondre sous son poids. Pendant un long moment, elle n'a pas parlé, fixant juste ses mains. Les fiançailles sont rompues, a-t-elle finalement dit. Pas reportées. Rompues. Brad dit qu'il ne peut pas épouser quelqu'un qui harcèlerait une œuvre de charité pour enfants pour de l'argent. Il dit que ça lui a montré qui j'étais vraiment et il n'aime pas ce qu'il voit. J'ai attendu, ne sachant pas si elle voulait de la sympathie ou si elle préparait une autre attaque. J'ai pensé à Tyler, a-t-elle poursuivi, la voix à peine un murmure. Aux funérailles. À ce que nous avons fait. Ce que vous avez choisi de faire, ai-je corrigé. Ce que j'ai choisi de faire, a-t-elle acquiescé. J'essaie de me justifier, de trouver un moyen de rendre ça moins grave que ça ne l'était, mais je ne peux pas. Il n'y a aucune excuse pour manquer les funérailles de son neveu pour planifier une fête. J'ai senti une lueur de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, mais je l'ai repoussé. Patricia était douée pour dire ce que les gens voulaient entendre quand cela servait ses intérêts. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle dit, les larmes commençant à couler. Je ne sais pas comment reprendre ce que nous avons fait,
ou comment me racheter de vous avoir abandonné quand vous aviez le plus besoin de votre famille. Je ne sais même pas si je suis une assez bonne personne pour mériter le pardon. Tu ne le es pas, dis-je doucement. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée, mais a hoché la tête. Je sais. Tu n'es pas une assez bonne personne pour mériter le pardon, et je ne suis pas une personne assez généreuse pour le donner. Ce que vous avez fait à Tyler, ce que vous m'avez fait, ce que vous avez essayé de faire à l'œuvre de charité, ces choses ne s'effacent pas avec des excuses. Patricia pleurait plus fort maintenant, mais elle n'a pas argumenté ni s'est défendue. J'ai détruit ma relation avec Brad parce que je ne pouvais pas me défaire de l'idée que l'argent de Tyler m'appartenait d'une manière ou d'une autre, a-t-elle dit. Je me suis convaincu que tu étais vindicative au lieu d'honorer la mémoire de ton fils. J'étais tellement concentré sur ce que je perdais que je n'ai jamais pensé à ce que tu avais déjà perdu. Je me suis assise en face d'elle, regardant cette femme qui avait été ma sœur pendant 32 ans et ne ressentant que du vide là où l'amour était autrefois. Tu as raison de dire que tu ne peux pas réparer ça, dis-je. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Certaines relations ne peuvent pas être réparées. Tyler avait besoin de sa famille et sa famille a choisi une fête à la place. J'avais besoin de soutien et j'ai eu des demandes d'argent à la place. Vous m'avez montré qui vous êtes vraiment et je vous crois. Patricia s'est levée pour partir, s'arrêtant à ma porte. Je sais que ça n'a probablement plus d'importance maintenant, mais je suis désolé. Non pas parce que j'ai perdu Brad ou parce que la famille est en colère contre moi à cause du reportage. Je suis désolé parce que Tyler était un petit garçon magnifique qui méritait mieux de nous tous. Après son départ, je suis allé dans la chambre de Tyler et j'ai ramassé Herbert le Tricératops. Patricia avait raison sur un point. Tyler avait mérité mieux. Mais il avait eu le meilleur que je pouvais lui donner. Et maintenant, son héritage aiderait d'autres enfants à obtenir le soutien et les fonds de recherche dont ils avaient besoin. C'était suffisant. Il fallait que ce soit suffisant. 3 mois après la diffusion du reportage, j'ai reçu un appel qui allait parachever l'héritage de Tyler d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Allison, c'est le docteur Robert Chen de l'Institut national du cancer pédiatrique, a dit la voix au téléphone. J'appelle au sujet du programme commémoratif Tyler. J'avais travaillé avec l'Alliance pour la recherche sur le cancer infantile pour créer le fonds commémoratif élargi en utilisant l'argent supplémentaire des parents de Kevin. Le programme devait être lancé le mois suivant, avec suffisamment de fonds pour soutenir des projets de recherche et des programmes d'aide aux familles. Nous avons suivi le développement du fonds commémoratif de Tyler, a poursuivi le Dr Chen. Et nous aimerions proposer quelque chose d'inédit. L'Institut souhaite s'associer à l'Alliance pour créer le premier centre de recherche sur le cancer pédiatrique financé au niveau national et portant le nom d'un défenseur des patients. Mes mains ont commencé à trembler. Je ne comprends pas, l'histoire de Tyler a résonné dans toute la communauté médicale. Un garçon de 9 ans dont le fonds fiduciaire est devenu le catalyseur de l'une des plus grandes initiatives de recherche soutenues par une famille que nous ayons vue. Nous voulons créer le centre de recherche Tyler avec un financement complet pour une équipe de chercheurs dédiés travaillant spécifiquement sur le type de leucémie que Tyler a combattu. Je me suis laissé tomber sur ma chaise de cuisine, submergé. Le nom de Tyler n'allait pas seulement aider quelques enfants. Il allait être attaché à un centre de recherche qui pourrait changer les taux de survie des enfants ayant son diagnostic exact. L'engagement total serait de 5 millions de dollars sur 10 ans, a expliqué le Dr Chen. L'Institut fournira la majorité du financement, mais nous aimerions que le programme commémoratif Tyler serve de liaison communautaire. Vous feriez partie du conseil consultatif, aidant à diriger les services de soutien aux familles et à garantir que la recherche reste connectée à la défense des patients. Après avoir raccroché, je me suis assise dans la chambre de Tyler, tenant Herbert et essayant de traiter ce qui venait de se passer. Mon garçon brillant et courageux, qui posait tant de questions sur les dinosaures et la science, allait avoir un centre de recherche portant son nom. Les enfants qui recevraient le diagnostic de Tyler à l'avenir auraient des options de traitement que Tyler n'a jamais eues, financées par un programme qui a commencé avec son argent fiduciaire. L'ironie était belle et dévastatrice. Mes parents avaient été si concentrés sur 50 000 $ pour un mariage qu'ils n'avaient pas vu ce que cet argent pouvait devenir lorsqu'il était utilisé avec un but au lieu de l'égoïsme. Cet après-midi-là, j'ai appelé Grace pour lui annoncer la nouvelle. Elle a pleuré au téléphone, submergée par l'ampleur de ce que l'héritage de Tyler était devenu. Il serait si fier, a-t-elle dit à travers ses larmes. Il a toujours voulu aider les gens, et maintenant il va aider des enfants pour des générations à venir. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une visite inattendue au travail.
Je vérifiais les patients dans le service pédiatrique quand la secrétaire de l'unité m'a dit que quelqu'un me demandait au poste des infirmières. C'était maman. Elle avait l'air plus âgée que la dernière fois que je l'avais vue il y a 3 mois, plus fragile d'une manière ou d'une autre. Son apparence habituellement parfaite était négligée, des vêtements froissés, des racines grises apparaissant dans ses cheveux teints, un maquillage qui ne pouvait cacher l'épuisement dans ses yeux. « Allison » a-t-elle dit avec hésitation. « Pourrions-nous parler quelque part en privé ?» Je l'ai conduite dans une salle de consultation familiale vide, le même type de salle où Tyler et moi avions reçu d'innombrables mises à jour sur l'avancement de son traitement. L'ironie ne m'a pas échappé. « J'ai entendu parler du centre de recherche » a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux, du nom de Tyler dessus. J'ai attendu, ne l'aidant pas à trouver ses mots. J'ai aussi entendu qu'il y avait plus d'argent dans le fonds fiduciaire que nous ne le savions. Que les parents de Kevin y contribuaient. Oui, dis-je simplement. Alors, quand nous demandions l'argent, il y en avait en fait assez pour le mémorial de Tyler et le mariage de Patricia. Je l'ai regardée, stupéfaite qu'elle ne comprenne toujours pas, non, maman. Il n'y a jamais eu assez d'argent pour les deux, car le mémorial de Tyler a toujours été la seule utilisation appropriée de l'argent de Tyler. Elle a tressailli mais a continué. L'entreprise de ton père est en difficulté. Le reportage a attiré une attention que nous ne voulions pas. Certains de ses clients ont cessé de faire appel à son cabinet parce qu'ils ne veulent pas être associés à des gens qui abandonneraient leur petit-fils. Bien, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit. Patricia est revenue vivre avec nous après que Brad ait rompu les fiançailles. Elle est déprimée, sort à peine de sa chambre. Les fournisseurs du mariage gardent leurs acomptes, et nous avons perdu près de $20 000 entre la robe, le lieu et les autres dépenses. Je n'ai rien ressenti. Pas de sympathie, pas de satisfaction, juste le vide là où l'amour familial vivait autrefois. Ton père et moi avons parlé, a poursuivi maman, la voix à peine un murmure. Nous savons que nous avons fait des erreurs. Nous savons que nous t'avons blessé, toi et Tyler. Nous espérons que peut-être, avec le temps, nous pourrions trouver un moyen de reconstruire notre relation. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi es-tu ici maintenant, après 3 mois de silence? Sa façade s'est légèrement fissurée. Parce que nous avons perdu tout ce qui comptait pour nous, sauf toi. Le mariage de Patricia allait être notre moment de fierté, notre chance de montrer à tout le monde à quel point notre famille avait réussi. L'entreprise de papa était florissante. Nous avions de l'argent, un statut et le respect de la communauté. Maintenant, tout est parti. Et tu penses que je peux réparer ça pour vous? Je pense que la famille devrait se soutenir dans les moments difficiles, a-t-elle dit. Mais les mots sonnaient répétés. Je me suis levé, j'en avais fini avec la conversation. Tu as raison de dire que la famille devrait se soutenir dans les moments difficiles. Tyler était votre famille pendant le moment le plus difficile de sa vie, et vous l'avez abandonné. J'étais votre famille quand je pleurais la perte de mon enfant et vous m'avez demandé de l'argent. Maintenant, vous faites face aux conséquences de vos choix et soudain vous vous souvenez de ce que signifie la famille. Nous sommes désolés, a dit maman désespérément. Nous sommes vraiment, profondément désolés pour tout. Je crois que vous êtes désolé, dis-je. Désolé que vos actions aient eu des conséquences. Désolé que les gens aient découvert qui vous êtes vraiment. Désolé que vous ayez perdu votre vie confortable. Mais vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait à Tyler, parce que vous ne comprenez toujours pas ce que vous avez fait de mal. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Le centre de recherche de Tyler sera officiellement annoncé le mois prochain. Il y aura une cérémonie, une couverture médiatique, une reconnaissance pour son héritage. Ne venez pas. Ne me contactez pas à ce sujet. N'essayez pas de faire partie de quelque chose que vous n'avez pas contribué à créer. Maman a commencé à pleurer alors, le genre de larmes désespérées qui viennent quand quelqu'un réalise qu'il a perdu quelque chose de manière permanente. Tu es notre fille, a-t-elle dit. Tyler était notre petit-fils. Nous vous aimons tous les deux. Non, dis-je doucement. Vous aimez l'idée de nous quand c'est pratique pour vous. Tyler avait besoin de grands-parents qui seraient là et j'avais besoin de parents qui me soutiendraient. Vous avez prouvé que l'amour n'est pas ce qui motive vos choix. C'est l'intérêt personnel. L'annonce du centre de recherche Tyler a eu lieu à l'hôpital pour enfants de Phoenix un jeudi matin ensoleillé de février. La cérémonie s'est déroulée dans la même salle de conférence où Tyler et moi avions assisté à tant de réunions avec son équipe de traitement,
maintenant transformés avec des bannières et des expositions présentant la recherche que le centre financerait. Le Dr Chen a présenté le programme à un public de professionnels de la santé, d'administrateurs d'hôpitaux et de médias locaux. Jennifer de l'Alliance pour la recherche sur le cancer infantile a parlé du pouvoir des dons commémoratifs pour transformer le deuil en espoir. Les parents de Kevin, les vrais grands-parents de Tyler, étaient assis au premier rang, des larmes de fierté dans les yeux. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai regardé la foule de personnes qui s'étaient rassemblées pour honorer la mémoire de mon fils et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis avant son diagnostic. Tyler me demandait si les traitements fonctionnaient, ai-je commencé. Il voulait savoir si le médicament le rendait meilleur, si les médecins-chercheurs apprenaient des choses qui l'aideraient, lui et d'autres enfants comme lui. Je lui disais toujours oui, que chaque jour qu'il se battait aidait les médecins à comprendre comment gagner la guerre contre sa maladie. J'ai fait une pause, pensant à ces conversations dans la chambre d'hôpital, à la détermination de Tyler d'être courageux parce qu'il pensait que cela aiderait d'autres enfants. Tyler n'a jamais vu la recherche à laquelle il a contribué pendant son traitement porter ses fruits dans sa propre guérison. Mais aujourd'hui, son héritage financera le type exact de recherche auquel il croyait. Le centre de recherche Tyler se concentrera spécifiquement sur la forme de leucémie lymphoblastique aiguë qui a emporté la vie de Tyler, dans le but d'améliorer les taux de survie et la qualité de vie des enfants confrontés à ce diagnostic. Les applaudissements ont été chaleureux et prolongés. Dans le public, je pouvais voir les parents de Kevin se tenant la main, Grace essuyant des larmes et plusieurs des anciennes infirmières de Tyler du service d'oncologie souriant à travers leurs émotions. Le centre représente la vérité sur le caractère de Tyler, ai-je poursuivi. Il était courageux, curieux, déterminé et attentionné. Même à 9 ans, il comprenait que combattre sa maladie n'était pas seulement une question de sa propre survie, c'était de contribuer à une connaissance qui pourrait sauver d'autres enfants. Ce centre de recherche incarnera ses valeurs pour les années à venir. Après la cérémonie, alors que les gens se mêlaient et regardaient les expositions sur les projets de recherche prévus du centre, Grace s'est approchée de moi avec une expression inquiète. « Il y a des gens dehors qui demandent à te parler », a-t-elle dit doucement. Ils disent qu'ils sont les grands-parents de Tyler. Mes parents étaient venus après tout, malgré ma demande explicite de rester à l'écart. Par la fenêtre, je pouvais les voir debout dans le parking de l'hôpital avec Patricia. Tous les trois avaient l'air incertains et déplacés. « Tu veux que je demande à la sécurité de les faire partir ?» a demandé Grace. J'ai envisagé la chose, mais j'ai réalisé que ce pourrait être l'occasion parfaite de mettre un point final définitif. Non, laisse-moi leur parler. Je suis sorti où mes parents et Patricia attendaient à côté de la voiture de papa. Ils avaient l'air plus petits d'une manière ou d'une autre, diminués par le poids de leur choix. Nous voulions juste voir, a dit maman doucement. Pour comprendre ce que l'argent de Tyler est devenu. C'est ce qu'il est devenu, dis-je en désignant l'hôpital derrière moi. Un centre de recherche qui aidera les enfants à vivre. Un héritage d'espoir au lieu d'une fête qui aurait été oubliée en un jour. Papa s'est avancé, son visage montrant la tension des derniers mois. Nous savons que nous avons eu tort. Nous savons que nous t'avons blessé, toi et Tyler. Mais nous sommes toujours une famille, Allison. Nous t'aimons toujours. Vraiment, ai-je demandé. M'aimez-vous ou aimez-vous l'idée d'avoir une fille qui est maintenant liée à un prestigieux programme de recherche médicale? Aimez-vous Tyler ou aimez-vous le statut réfléchi d'avoir un petit-fils avec un centre de recherche portant son nom? Patricia a parlé pour la première fois. Je sais que tu n'as aucune raison de me croire, mais voir ce que l'argent de Tyler a créé, voir ce que sa vie a signifié pour tous ces gens, ça me fait comprendre à quel point j'ai eu tort. J'étais tellement concentré sur mon mariage, sur mon jour parfait, que je ne voyais pas au-delà de mes propres désirs ce qui comptait vraiment. C'est la première chose honnête que tu aies dite depuis des années, ai-je répondu. J'ai pensé à ce que tu as dit sur certaines relations qui ne peuvent pas être réparées, a poursuivi Patricia. Tu as raison. Ce que nous avons fait à Tyler, ce que nous t'avons fait, ça ne peut pas être réparé avec des excuses. Mais j'ai besoin que tu saches que je comprends maintenant pourquoi tu ne nous pardonneras jamais. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation ou de motifs intéressés. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu d'elle auparavant, une honte et une compréhension sincère de l'ampleur de ce qu'ils avaient perdu par leur propre choix. Le pire, a-t-elle poursuivi, les larmes commençant à couler, c'est que Tyler était un petit garçon extraordinaire, et nous avons manqué la chance de le connaître vraiment parce que nous étions tellement absorbés par nous-mêmes. Je ne peux pas récupérer ça. Nous ne pouvons pas récupérer ces années. Et maintenant,
nous ne pouvons même pas faire partie de l'hommage à sa mémoire parce que nous avons renoncé au droit de nous appeler sa famille. Maman a tendu la main vers la mienne, mais j'ai reculé. S'il te plaît, Allison, nous savons que nous ne méritons pas le pardon, mais pourrait-il y avoir un moyen d'avancer? Un chemin pour reconstruire ce que nous avons détruit. J'ai regardé ces 3 personnes qui avaient façonné ma jeunesse, qui m'avaient donné des souvenirs d'enfance et des traditions familiales, qui avaient aussi abandonné leur petit-fils dans ces derniers mois et harcelé une œuvre de charité pour enfants pour de l'argent. Ce n'étaient pas des monstres, mais ce n'étaient pas de bonnes personnes non plus. C'étaient des individus égoïstes et à courte vue qui avaient révélé leur vrai caractère lorsqu'ils étaient mis à l'épreuve par de réelles difficultés. Non, dis-je simplement. Il n'y a pas de moyen d'avancer parce que vous n'avez pas vraiment changé. Vous êtes ici parce que l'histoire de Tyler vous a apporté la honte et des conséquences, non pas parce que vous avez développé de l'empathie pour ce qu'il a traversé ou ce que j'ai traversé. Vous voulez revenir dans ma vie maintenant qu'elle est réussie et prestigieuse, mais vous n'étiez pas intéressé quand ce n'était que deuil et lutte. Je me suis retourné pour rentrer à l'hôpital, puis je me suis arrêté. Tyler méritait des grands-parents qui seraient là pour lui inconditionnellement. Je méritais des parents qui me soutiendraient pendant la période la plus difficile de ma vie. Vous vous êtes choisi à la place, à plusieurs reprises et délibérément. Le centre de recherche Tyler sauvera la vie d'enfants, et vous n'aurez aucune part dans cet héritage. Ce n'est pas une punition. Ce sont juste des conséquences. 6 mois plus tard, je me tenais dans la chambre de Tyler, emballant ses dernières affaires. Je déménageais dans une maison plus petite de l'autre côté de la ville, une maison sans autant de souvenirs de maladies et de pertes. Mais je conservais précieusement tout ce qui comptait, ses livres de dinosaures, ses dessins préférés, Herbert le Tricératops, et la photo encadrée de la cérémonie de dédicace du centre de recherche Tyler. Le centre avait dépassé toutes les attentes au cours de ses premiers mois de fonctionnement. 3 projets de recherche étaient en cours, 2 familles avaient reçu une aide financière d'urgence, et les résultats préliminaires d'une étude montraient déjà des promesses pour des protocoles de traitement améliorés. L'héritage de Tyler sauvait des vies, comme il l'aurait voulu. Grace est venue ce week-end-là pour aider au déménagement. À 73 ans, elle a insisté pour porter des cartons malgré mes protestations, affirmant que rester occupée la gardait jeune. Des nouvelles de tes parents, a-t-elle demandé alors que nous chargions ma voiture des souvenirs soigneusement emballés de Tyler. Rien de direct, dis-je. Mais j'ai entendu dire que le cabinet comptable de papa a fait faillite le mois dernier. Apparemment, trop de clients ont décidé qu'ils ne voulaient pas travailler avec quelqu'un qui abandonnerait son petit-fils. Et Patricia, elle vit toujours avec eux, d'après ce que je comprends. Toujours célibataire, toujours aux prises avec les conséquences de ses choix. Grace a hoché la tête avec approbation. Bien. Certaines personnes ont besoin de vivre avec les résultats de leurs actions pendant un certain temps avant de développer un véritable caractère. Alors que nous nous dirigions vers ma nouvelle maison, j'ai réfléchi à l'année qui s'était écoulée depuis la mort de Tyler. Le chagrin était toujours là, le serait toujours, mais il s'était transformé d'un poids écrasant en quelque chose de plus gérable, une conscience constante de la perte, équilibrée par la fierté de ce que sa vie avait signifié. La nouvelle maison était plus petite mais plus lumineuse, avec un jardin où je pouvais planter des soucis chaque année à l'anniversaire de Tyler. J'ai installé sa collection de dinosaures dans la chambre d'amis, créant un espace commémoratif qui ressemblait plus à une célébration qu'à un deuil. Ce soir-là, alors que Grace et moi étions assises sur ma nouvelle terrasse arrière à regarder le coucher du soleil, elle a abordé un sujet que j'évitais de penser. « As-tu envisagé de sortir avec quelqu'un » a-t-elle demandé doucement. « Je sais qu'il est encore tôt, mais tu pourrais éventuellement vouloir partager ta vie avec quelqu'un à nouveau. » J'y avais pensé de temps en temps, mais l'idée d'expliquer l'histoire de Tyler, de trouver quelqu'un qui pourrait comprendre la profondeur de ce que j'avais perdu et de ce que j'avais choisi, me semblait écrasante. Peut-être un jour, dis-je. Pour l'instant, je me concentre sur le centre de recherche et sur mon installation ici. C'est bien, a dit Grace. Mais ne laisse pas la trahison de tes parents te fermer à la possibilité que certaines personnes soient réellement capables d'être présentes quand ça compte. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu qui allait prouver que Grace avait raison. Est-ce Allison, la mère de Tyler? La voix était inconnue, féminine, nerveuse. Oui. Qui appelle? Je m'appelle Sarah Chen. Ma fille Emma a 8 ans et on vient de lui diagnostiquer le même type de leucémie que Tyler. Les médecins de l'hôpital pour enfants de Phoenix ont mentionné le centre de recherche Tyler et m'ont suggéré de vous appeler.
Mon cœur s'est serré d'une douleur familière et d'un espoir inattendu. Comment puis-je aider? Emma a entendu l'histoire de Tyler, à quel point il était courageux et comment son héritage aide d'autres enfants. Elle veut savoir si elle peut être courageuse comme Tyler, si combattre sa maladie pourrait aider les futurs enfants aussi. Je me suis surprise à sourire à travers mes larmes. Tyler adorerait l'attitude d'Emma. Il disait toujours qu'être courageux, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de se battre quand même parce que ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Nous avons parlé pendant 1 heure. Sarah était une mère célibataire, dépassée par le diagnostic et le traitement à venir. Sa famille vivait à l'autre bout du pays et ne pouvait pas lui apporter beaucoup de soutien. Elle faisait face au même isolement que j'avais connu, mais elle n'avait pas à y faire face seule. Voudriez-vous qu'on se rencontre pour un café un de ces jours, ai-je demandé. Je ne peux pas rendre les choses plus faciles, mais je peux m'assurer que vous ne traversez pas ça seul. J'adorerais, a dit Sarah, le soulagement évident dans sa voix. Emma n'arrête pas de poser des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Peut-être que vous pourriez m'aider à trouver les mots. Après avoir raccroché, je suis allé dans la chambre commémorative de Tyler et j'ai ramassé Herbert le Triceratops. Tu aides toujours les enfants à être courageux, lui ai-je dit. Comme tu le voulais. Au cours des mois suivants, je suis devenu une mentor et un système de soutien pour plusieurs familles confrontées à un diagnostic de cancer pédiatrique. Le centre de recherche Tyler fournissait un espoir médical, mais ces familles avaient besoin d'un soutien émotionnel de la part de quelqu'un qui comprenait leur parcours. J'ai trouvé un but en étant la personne que j'aurais souhaité pendant la maladie de Tyler. Quelqu'un qui se présentait de manière constante, qui comprenait la peur et l'épuisement, qui pouvait offrir une aide pratique parallèlement à un soutien émotionnel. Mes parents ne m'ont plus jamais contacté directement, mais j'ai occasionnellement eu des nouvelles par des connaissances communes. Papa avait pris un emploi dans un plus grand cabinet comptable, travaillant comme employé au lieu de diriger sa propre entreprise. Maman s'était retirée de la plupart de ses activités sociales, luttant apparemment avec le jugement de leur communauté. Patricia avait finalement trouvé du travail comme réceptionniste mais vivait toujours à la maison. Ses rêves d'une vie de couple glamour, remplacés par la réalité de recommencer à 32 ans avec une réputation endommagée. Je n'ai ressenti aucune satisfaction dans leurs difficultés, mais aucune sympathie non plus. Ils vivaient avec les conséquences de leurs choix, tout comme je vivais avec les miens. La différence était que mes choix honoraient la mémoire de Tyler, protéger son héritage, couper les ponts avec les personnes qui nous avaient abandonnés avaient mené à un but et à la paix. Leurs choix avaient mené à l'isolement et au regret. Au premier anniversaire de la mort de Tyler, j'ai visité sa tombe avec des soucis frais et une photo d'Emma, la petite fille qui menait actuellement le même combat que Tyler. Elle réagissait bien au protocole de traitement développé grâce à la recherche financée par le programme commémoratif de Tyler. Tu sauves des vies, mon bébé, ai-je murmuré à sa pierre tombale. Comme tu as toujours voulu aider les gens. Les années qui ont suivi ont apporté de nouveaux défis et des joies inattendues. J'ai aidé des dizaines de familles à naviguer dans le traitement du cancer pédiatrique, j'ai vu le centre de recherche Tyler étendre ses programmes et j'ai lentement construit une famille choisie de personnes qui comprenaient que l'amour signifie être présent dans les moments difficiles, pas seulement quand c'est pratique. Mes parents et ma sœur avaient choisi la commodité plutôt que la compassion, l'intérêt personnel plutôt que le sacrifice. Ils avaient perdu la chance de faire partie de quelque chose de significatif, quelque chose qui survivrait à leurs préoccupations mesquines d'argent et de statut. Le centre de recherche Tyler a continué de croître et de sauver des vies, financé par l'argent fiduciaire qu'ils avaient si désespérément tenté de réclamer pour un mariage qui n'a jamais eu lieu. Leur cupidité leur avait coûté non seulement ma relation, mais aussi l'opportunité de faire partie de l'héritage durable de Tyler. J'avais appris que la famille ne se résume pas au lien du sang. Il s'agit de qui se présente dans les moments sombres, qui vous tient la main dans les moments les plus difficiles, qui honore la mémoire de vos proches au lieu de les exploiter. La vraie famille de Tyler était les médecins qui se battaient pour guérir sa maladie, les chercheurs qui travaillaient tard dans la nuit à la recherche de meilleurs traitements, et les parents qui parcouraient ce chemin difficile et qui puisaient leur force dans son histoire. En réfléchissant à mon parcours, de cet appel téléphonique dévastateur exigeant l'argent fiduciaire à voir l'héritage de Tyler transformer les soins contre le cancer infantile, j'ai réalisé que parfois, l'acte d'amour le plus profond est de savoir quand s'éloigner des personnes qui ne méritent pas d'avoir accès à votre cœur et d'utiliser cet espace libéré pour créer quelque chose de beau pour ceux qui le méritent.